Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo super simple, super basique qui a été fait 1 milliard de fois mais que je n'ai personnellement jamais fait, donc ça va être l'occasion pour vous d'en découvrir un petit peu plus sur moi et l'occasion pour moi de faire un truc un peu plus chill, un peu plus tranquille. Donc je vais pas forcément vous expliquer tout ce que je fais dans cette vidéo, je vais pas vous donner les étapes, je vais pas vous donner les produits, mais vous retrouverez tout en barre d'infos, tout y sera noté, il y aura les liens de tout. Vous me direz après en commentaire si ce genre de vidéo un peu plus chill vous plaît. Et on va commencer, j'ai pris mon téléphone avec moi, je vous ai posé des questions, enfin je vous ai demandé de me poser des questions plutôt sur Instagram, donc je vais y répondre. Il y en a eu pas mal, il y en a eu plein qui se ressemblaient, donc je vais évidemment les regrouper. D'ailleurs si ça vous intéresse de me suivre sur mon Instagram, il s'affiche juste ici, c'est Somois, j'y fais plein de débats. Bref, on se retrouve là-bas et on commence de suite. On va commencer par les questions basiques, hein. Je m'appelle Sophia, j'ai 26 ans. Je vais sortir mes crèmes, ça ira plus vite. Je donnerai mon avis sur les produits Mario Badescu un autre jour, hein, évidemment. De toute façon, j'ai pas fini de les tester. Ensuite, c'est as-tu fait des études? Si oui, lesquelles? J'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait l'INSEC à Paris. Et d'ailleurs, j'ai vraiment aimé mes études. Je trouve que c'était super intéressant, c'était super enrichissant. Après, on va pas se mytho, on paye quand même le diplôme dans la majorité des cas. Prendre des petites barrettes de Primark, vraiment ces barrettes c'est trop la life. Donc je vous disais, moi j'ai kiffé mes études, je trouvais qu'il y avait plein d'intervenants différents, il y avait des intervenants professionnels, on a dû avoir des stages à l'étranger, moi je passionne les stages à l'étranger, vraiment mon kiff. Donc vraiment j'ai adoré, de toute façon j'ai toujours aimé l'école. J'ai travaillé très tôt dans ma jeunesse, donc dès mes 16 ans j'ai commencé les petits boulots, parce que je voulais toujours être indépendante, et franchement j'ai toujours préféré l'école au travail. Je trouve que l'école c'est tellement bien, tu te couches le soir et t'as appris de nouvelles choses, c'est hyper instructif, et puis t'as moins la pression du travail. J'adore étudier, vraiment j'adore étudier. Je trouve que le fait d'étudier ça t'instruit vachement sur plein de sujets, ça t'ouvre surtout l'esprit. Je dis pas que ceux qui n'ont pas fait d'études sont teubés, hein, loin de là, mais je trouve que ça aide vachement. Avoir des bagages ça aide vachement dans la vie, et c'est un fait, hein. Donc s'il y a des jeunes qui me regardent, franchement de toute façon aujourd'hui le bac plus 5 c'est un peu devenu la norme, j'ai l'impression, donc je vous encouragerais vraiment à étudier et à être studieux parce que ça vous apportera vraiment dans la vie. Évidemment je ne prends pas en compte les maths. Et trouver X, ça ne m'a jamais servi de toute ma vie entière. Pour ou contre, pardonner la tromperie? Jamais de la life. Circonstances atténuantes ou pas, jamais de la vie. Je suis pas d'accord, c'est mon choix après. C'est mon avis perso, je suis pas quelqu'un qui pardonne la tromperie. Je trouve que tu le fais une fois, tu le fais 40 000 fois. Et quand t'aimes quelqu'un, tu te trompes pas. C'est comme quand t'aimes quelqu'un, tu ne le frappes pas. En plus, le pire, c'est que personnellement, si j'acceptais la tromperie, je sais que je serais le genre de nana à devenir parano, à devenir psycho, à pister les moindres faits et gestes. Et la confiance, c'est vraiment le b.a.-ba dans un couple. Sans confiance, tu peux pas avancer. Tu vas tout le temps être là à lui rabâcher. Et puis même, tu vas avoir en fait une mentalité un peu plus vicieuse. Tu vas commencer à psychoter. Il va te dire je sors là, mais au finalement, tu te dis ah mais il a mis plus de temps que d'habitude. Peut-être que... Moi, je suis pas pour. Il y a 40 milliards de personnes sur Terre. Si la personne est allée voir ailleurs, c'est qu'elle t'aime pas à ta juste valeur. Pour moi, tu dois aimer tellement une personne que t'es impossible, ne serait-ce que de penser à quelqu'un d'autre, que ça t'est impossible plutôt. Moi, je suis peut-être un peu utopiste, hein, bien sûr que la tromperie existe partout, etc. Et je suis pas en train de dénigrer les femmes qui ont pardonné, hein, bien sûr que non. C'est juste qu'on me pose la question à moi et moi c'est niette. Tu souffles l'air d'une femme à côté de moi, tu prends la porte. Vraiment. Et la tromperie, ça commence par des textos, ça commence par des regards. Quel manque de... Je trouve que c'est le plus grand manque de respect dans un couple. Ensuite, next question. L'amitié fille-garçon / les relations libres. Déjà, il y a beaucoup de choses. L'amitié fille-garçon, it's a niet. Je suis pas pour parce que pour moi, il y aura toujours un débordement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc ça veut dire que je sais qu'il y en a plein, hein, qui me disent non, je suis pas d'accord. Moi j'ai un meilleur ami depuis des années, c'est jamais rien passé. Et moi par derrière, j'ai appris que le meilleur ami avait des sentiments pour la nana. Alors que ça faisait 20 ans qu'ils étaient amis. Et j'ai eu moi-même des potes qui ont retourné leur veste. Moi je crois pas à l'amitié fille-garçon, sauf quand il y a des contextes spécifiques. Je suis en couple, la personne est en couple, on se parle une fois par semaine, une fois de temps en temps, on se voit en groupe, etc. Ok. Mais amitié fusionnelle, on est là, on s'écrit H24, etc. Limite, le mec ou la meuf remplace ton mec ou ta meuf. No fucking way. Attends, mais on est où là? Non. Après, encore une fois, c'est mon opinion. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront contre. Et d'ailleurs, sur Insta, quand
Quand je fais des débats, il y en a beaucoup qui essayent de me prouver le contraire, mais moi j'y crois pas. C'est pas parce que on vous l'a pas dit et on l'a pas assumé au grand jour, parce que j'en connais plein aussi qui ont jamais assumé de peur de perdre l'amitié. C'est pas parce que c'est pas assumé ou que c'est pas dit justement qu'il n'y a pas de sentiment. T'as fait de YouTube ton seul métier ou tu travailles à côté? Bah écoutez, ça fait depuis décembre, donc 4 mois, que j'ai quitté mon travail et que du coup je me consacre à 100% sur YouTube. Arrêter ton taf pour te consacrer à YouTube, un choix cornélien ou une révélation? Écoutez, ça a été un choix complexe. Je trouve que c'est quand même un métier instable. Quand ça marche bien pour toi, ça marche très très bien, mais dans les débuts c'est un peu compliqué. Mais c'est plus une révélation, je dirais, parce que le fait de se réveiller chaque jour et de faire un truc qui te plaît et qui te prend aux tripes, enfin moi c'est vraiment un surkiff quoi, j'ai pas l'impression de travailler. Et c'est d'ailleurs hyper tricky parce que au final tu comptes pas du tout tes heures. Moi des fois jusqu'à 3-4 heures du matin, je suis en train de monter mes vidéos, je suis sans arrêt en train de chercher des idées de vidéos, je suis sans arrêt en train de penser à mon travail finalement. Et on compte pas du tout ses heures. Donc finalement certes t'as plus la pression d'un boss, mais t'as un autre type de pression. Et je sais pas si cette pression là elle est pas encore plus grosse qu'avant. Mais bon, je préfère 1000 fois quand même avoir cette pression là, hein, clairement. Pas me lever, aller travailler pour quelqu'un qui me saoule, qui me prend la tête parce que mon petit stylo il est à droite ou à gauche. Quand même rapprocher ça parce que vraiment je suis bigleuse, je vois R. Faut-il distinguer l'œuvre de l'artiste? Je rentrerai pas dans des débats parce que chacun a son opinion sur ce sujet là et que c'est quand même un sujet complexe et que on est sur une chaîne de beauté, j'ai pas envie de tergiverser. Mais pour vous donner mon avis rapide, je pense que non. L'artiste et l'œuvre, c'est la même chose parce que c'est l'artiste qui crée l'œuvre. Donc certes, parfois l'homme avec un grand H peut être une pourriture dans sa personnalité et être un génie dans son côté créatif, mais ça reste la même personne en fait. Moi, si demain je maltraite les animaux et que je fais des belles vidéos YouTube, bah je suis désolée, à la fin de mes vidéos YouTube, je vais quand même maltraiter des animaux, donc je peux pas dissocier les deux. Chacun son avis, et ça c'est une question très touchy et j'ai pas envie de mettre les pieds dedans. On me demande combien de temps prends-tu pour prendre soin de toi? Ça dépend, j'ai pas vraiment de limite. Des fois je vais prendre 40 000 ans, comme des fois je vais prendre 2 secondes et demie. Ça dépend du make-up, ça dépend si je fais des soins, ça dépend de plein de trucs. En plus des fois tu vas te maquiller à l'arrache et tu vas être on flic, et des fois tu vas mettre 40 000 ans à te préparer et ça va ressortir mais dégueu. La pression Elle est où la question? La pression de la perte de poids en confinement. Alors ça c'est une bonne question parce que moi-même je me fous grave la pression. Je grossis trop vite, alors sans rien faire, franchement c'est compliqué. Après faut juste accepter le fait qu'on va prendre un peu de poids et on le reperdra tout aussi rapidement après la fin du confinement. Faut pas se foutre la pression, et si t'as envie de craquer, faites attention, forcément c'est pas bon parce que en termes de santé, prendre beaucoup de poids d'un coup c'est mauvais, mais voilà, n'allez pas vous rendre malade non plus, c'est normal, tout le monde va prendre un peu de poids, on reste confiné, attends, on bouge pas, etc. Faut arrêter de se foutre la pression. C'est comme le fait de devoir en faire 40 000 trucs. J'ai l'impression que ce confinement, il est hyper anxiogène parce que t'as des auto-entrepreneurs wannabe qui débarquent sur le web en te disant faut absolument que ton confinement soit productif. Et du coup, ça devient hyper stressant et on a l'impression de devoir absolument utiliser ce temps à bon escient. Mais c'est aussi ok de se reposer en fait, parce qu'il y a des gens qui charbonnent toute l'année et justement vous devriez utiliser ce temps pour ne penser à rien. Et moi-même j'ai été dans ce truc là à me dire putain mais c'est la bonne période pour moi, il faut absolument que je sois... En plus je me sentais mal parce que je vous avais promis 3 vidéos par semaine sur YouTube, je vous avais promis d'être présente sur Instagram, sur TikTok, etc. Et au final j'ai rien fait de tout ça parce que j'ai eu une grosse migraine et je sais que cette migraine résulte aussi en partie de mon anxiété. Parce que justement j'avais tellement envie d'être proactive et de vous présenter beaucoup de contenu, et du coup bah, je déprimais pas, mais bon j'étais hyper frustrée d'être affalée dans mon lit dans le noir parce que mes migraines m'empêchaient d'être productive, et sincèrement je m'en voulais vraiment grave. Je me disais mais je leur ai promis ça et au final je peux même pas le tenir. Et au final quand tu réfléchis 2 minutes, tu relativises, tu te dis bah écoute c'est pas grave, c'est pas la fin du monde non plus, t'es pas indispensable à la vie. Ok, moi je suis pour booster la productivité des gens, je suis pour justement vous booster à faire des choses, mais c'est aussi ok quand t'as envie de rien faire et que t'as juste envie de te poser
et chiller, parce que tout le reste de l'année, on va être à fond pour justement récupérer l'économie, etc. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette vidéo, elle va durer 150 000 ans. L'amour à distance. L'amour à distance, les gars, très peu pour moi. J'y crois pas. Bien sûr, il y a des cas qui m'ont démontré le contraire, mais c'est pas un truc pour moi, quoi. Je pense pas que je supporterais la distance. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Ce qui m'a donné envie de commencer, en fait, c'est à la fin de mes études, je suis partie faire mon stage de fin d'année aux États-Unis. Au final, je suis restée là-bas. Et quand je suis rentrée, bah écoutez, j'ai eu énormément de mal à trouver du travail. Et il faut savoir qu'à côté de mes études, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours travaillé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pendant 5 ans à côté de mes études, je bossais dans la cosmétique, donc j'ai fait les Sephora et compagnie. D'ailleurs, un gros bisou à toutes les Sephorettes qui me regardent. Je sais qu'il y en a qui ont eu de très mauvaises expériences, mais moi vraiment Sephora, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Mais c'est aussi parce que j'avais une directrice en or, Audrey, si tu passes par là. Je t'embrasse très fort. J'ai eu une trop bonne expérience à Sephora. Et bref, pourquoi je vous parle de ça? Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer YouTube? Voilà, parce qu'on me posait tout le temps des questions, on me demandait tout le temps mais comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, etc. Et quand je suis revenue des États-Unis, il fallait que je mette ce temps à profit pour faire quelque chose, parce que faut le savoir, je suis vraiment hyper active. Ça veut dire que j'ai tout le temps, constamment besoin de m'occuper. Je m'ennuie très rapidement. Et d'ailleurs dans tout, hein, même dans les relations, dans tout, sauf dans l'amitié. Et ça sera un autre sujet encore. Et du coup, bah, j'ai créé ma chaîne YouTube, et première vidéo que j'ai montée, premier coup de cœur pour le montage, premier coup de cœur pour ça, et mes copines, enfin c'est grâce à elles, parce que c'est elles qui m'ont soufflé l'idée, c'est elles qui m'ont dit ouais allez vas-y mets-toi-y. Ça faisait déjà des années qu'elles me répétaient me mettre sur YouTube justement, et du coup elles m'ont dit ça, ouais, mais elles y croyaient pas vraiment, elles pensaient que j'allais arrêter au bout d'une vidéo quoi. Et je m'y suis mise, et pendant 1 an et demi, 2 ans, je faisais 2 vidéos par semaine et je m'éclatais, mais vraiment. Et je conciliais ça avec mon travail quand j'aurais finalement trouvé un travail. Et sincèrement, ça a été la meilleure décision de ma life. Je vois pas ma vie sans YouTube, je vois pas ma vie sans vous, je vois pas ma vie sans ça en fait. C'est trop bizarre parce que c'est comme une évidence en fait. Et franchement, même au tout début, quand il y avait, je me rappelle, j'avais 7 personnes qui étaient abonnées à moi. Et je faisais quoi, 5-6 vues, et je vous jure que dans les 7 personnes, il devait avoir les 3/4 mes potes et deux abonnés que je ne connaissais pas. Et ça me faisait tellement plaisir. Et depuis, bah voilà, ma passion a encore grandi et grandi. Une inspiration look pour aller voir son crush. Moi je dirais un make-up sobre, pas trop, vous savez, pas de couleur sur les yeux, etc. Parce que les mecs en général ils aiment pas trop ça. Je dirais un truc sobre. Après bien sûr qu'on se maquille pas pour les mecs, mais on a quand même envie de lui plaire un minimum. Et vraiment une petite tenue classe. Après ça dépend du date aussi, hein. Ça dépend si vous allez au ciné, si vous allez à l'opéra, ou si vous allez au resto, c'est pas du tout le même délire quoi. Donc tout dépend. Mais je vous avais promis une vidéo et je vous assure que je la ferai dès que j'ai le temps. J'ai une liste de vidéos à faire, il faut juste que... Je l'ai créée parce qu'elles prennent énormément de temps. C'est comme la vidéo quoi mettre avec quelles chaussures. Enfin, je veux pas vous faire une vidéo à l'arrache. Je veux faire une vidéo propre, etc. Comme ma vidéo Pretty Little Thing. On dirait pas comme ça, mais ça prend 2 jours de travail. Quel est ton anti-cerne préféré? Écoutez, j'aime énormément le Tarte Shape Tape. Huda Beauty, et ensuite je dirais Too Faced. Ensuite, couple mixte avec différentes religions. Moi ça me pose pas de problème, au contraire je trouve ça bien la mixité, c'est juste qu'après il faut assumer en fait, parce que la religion et la culture ça en dit long sur la façon de se comporter et la personnalité d'une personne, dans la grande généralité évidemment, et du coup faut assumer après les retombées, je raconte, faut assumer vraiment après par la suite quand t'as des gosses, etc. Voilà, quelle religion il va choisir, faut être ouvert d'esprit, etc. Mais sinon, moi je suis pour. Je trouve ça tellement enrichissant de grandir avec une double culture, vous imaginez même pas pour l'enfant. Mais je pense, s'il y a des gens ici issus d'une double culture, dites-le en commentaire. Dites-moi si vous avez appris les 2 langues, si vous avez justement appris les 2 religions, comment ça s'est passé pour vous. Ensuite, je vais passer à mon teint. Pour ou contre la chirurgie? J'en ai déjà parlé je crois sur ma chaîne. J'en ai déjà parlé, et évidemment que je suis pour. Pourquoi je serais contre? Pourquoi? Alors je suis ok qu'il faut s'accepter tel qu'on est, etc. Mais il y a des complexes qui peuvent pas s'enlever quoi. Tant qu'il n'y a pas de chirurgie ou de médecine esthétique, je suis pour, mais par contre avec une subtilité, il faut que ce soit très naturel. Il faut vraiment que ça sublime le visage et pas que ça fasse faux quoi. Faut pas que ça fasse
trop. Pour moi en fait, à partir du moment où on ne te reconnaît pas, même tes proches commencent à t'alarmer, etc. Faut être vigilant, faut les écouter parce que souvent on a tendance à vouloir plus. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé les injections sur les cernes, j'ai dit à mes copines, la première chose que je leur ai dit, c'est si jamais j'ai envie de refaire ça, arrêtez-moi parce que moi je me connais, je sais que je suis le genre de nana, si je commence un truc, je peux en vouloir toujours plus. Et même ma mère, je lui ai dit, je vais me faire les cernes, etc. Mais voilà quoi, ils sont tous derrière moi et j'ai la tête sur les épaules, j'y ai réfléchi pendant 2 ans, etc. Et je sais que ça a été la meilleure décision de ma vie parce que ça m'a enlevé une épine du pied, c'était pas vraiment un complexe. Mais voilà, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus sereine, etc. Donc si c'est pour enlever un complexe, je suis carrément pour. Alors ensuite, s'il te plaît, parle-nous de ton expérience à Montréal. Montréal, j'y suis allée quand? Je dirais il y a 7 ans, un truc comme ça. J'ai vécu un moment et franchement, j'ai pas aimé. Enfin, comment vous dire? J'ai bien aimé parce que c'était ma première expérience en Amérique. Mais une fois après avoir vu Toronto par exemple, voilà, Toronto, Montréal. Je suis désolée pour tous les habitants de Montréal qui me regardent et tous les Montréal lovers. Mais sincèrement, je trouve que t'es pas vraiment dépaysé, tout ferme très tôt. En hiver, les températures, c'est insupportable. Toronto, ça se rapproche un peu plus des States, donc t'as un peu plus un dépaysement que Montréal. Mais après, ça reste cool quoi, enfin je peux pas dénigrer. La pire expérience que j'ai eue dans ma vie, c'est quand j'ai vécu à Barcelone. J'ai vécu quoi, 1 an je crois, ou peut-être un peu moins, je me rappelle plus. Barcelone, franchement, c'était affreux. Je parle castillan couramment et on me répondait tout le temps en catalan. Alors, je dénigre pas les Catalans, mais sincèrement, je les ai trouvés hyper froids, hyper pas très respectueux. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, les gens sont choqués parce que, enfin, c'est Barça quoi. Tout le monde kiffe Barça, mais même, j'ai pas été dépaysée. Il y a énormément de Français. Alors en été, c'est encore pire. Et vraiment, bon, pas tout le monde, hein. Là où je travaillais, j'ai bossé dans une agence de mannequinat. Je travaillais pas en tant que mannequin, évidemment, ça se voit. Mais je travaillais justement à l'intérieur, dans l'office. Et tout se passait bien au travail, vraiment. C'était plus le rapport avec, vous voyez, quand vous allez faire des courses, on vous disait pas bonjour, on vous disait... on passait les courses et on vous disait pas au revoir, ça fera 5,50 et puis voilà. Et c'était tout le temps ça, toute la période où j'étais allée là-bas. Les voisins, ils étaient hyper froids. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, j'ai pas aimé mon expérience à Barcelone. Après, quand j'y retourne pour des vacances, bien sûr, je surkiffe. Mais pour y vivre, c'est un peu compliqué. C'est comme New York. New York, j'adore y aller en vacances, mais pas plus de 10 jours. Quand j'y suis restée plus de 3 mois, franchement, j'en avais là, quoi. En plus, je vivais pas dans Manhattan, je vivais à Brooklyn, mais même pas à Brooklyn, je vivais vers Jamaica Station, c'était affreux. J'avais l'impression d'avoir 3 RERD qui se suivent, c'était affreux. J'ai pas aimé, mais alors que quand j'y vais en vacances pour 10 jours, je surkiffe. Parce que t'as pas le temps de voir les côtés négatifs, en fait, de la ville, et du coup, t'apprends plus à kiffer les petites différences, on va dire. Et puis les aspects de la ville qui sont propres à elle, quoi. Coucou, s'il te plaît, tu peux nous faire une vidéo sur le microblading que t'as eu? J'ai jamais fait de microblading. J'ai jamais fait de lissage. Le lissage brésilien, lissage au tanin, etc. Mais par contre, je songe sérieusement à me faire un lissage français chez Myriam K. J'avais emmené ma mère le faire il y a 2-3 mois, je crois. Et franchement, ça a été la révolution de sa vie. Donc c'est pas un lissage en fait qui va vous rendre le cheveu plat baguette dès la sortie de douche. Il faut les sécher et ensuite ils restent plats. Mais si vous les séchez pas, ils se reviennent normaux quoi. En fait c'est juste au contact de la chaleur que le lissage s'active. Mais c'est pas plus mal parce que franchement moi c'est rare que je les laisse sécher à l'air libre. C'est que quand j'ai la flemme et en général je préfère quand même les sécher. Donc si ça peut être un gain de temps vraiment, pourquoi pas. Que penses-tu du fait qu'on te dise que tu sois une youtubeuse sous-cotée? Bah c'est mignon, pourquoi je devrais dire quelque chose sur ça? Je trouve ça adorable même. C'est ouf parce que je mets vraiment jamais de poudre, alors je sais même pas pourquoi j'en mets là. Alors, amitié toxique. Les gars, les amitiés toxiques, je pense que vous en rendez... Dieu merci, je touche du bois, j'ai jamais réellement eu d'amitié toxique. J'ai jamais eu d'ailleurs. J'ai toujours eu le même crew de 4 copines depuis que je suis toute petite et j'ai jamais changé. Je vous montre quand même au cas où, c'est la palette Jacqueline Hill. J'ai des copines qui ont eu des amitiés toxiques et franchement elles s'en rendaient pas compte au début. Mais à partir du moment où
cette personne te tend, cette personne, voilà, tu penses pas du positif avec elle, ou quand vous voyez, vous parlez que d'elle, elle est jamais là pour toi, mais toi tu dois toujours être là pour elle, tu dois mâcher tes mots quand tu lui parles. À partir de ce moment-là, faut se poser des questions sur votre amitié. Une amitié, ça doit être positif, vous devez tout le temps vous taper des barres, il doit pas avoir H24 des reproches. Enfin, moi je sais qu'avec mes potes, quand on s'embrouille et 2 secondes après on se reparle, tu vois. Mais c'est pas en mode ça me tend d'aller lui parler ou j'ai peur de dire quoi que ce soit au cas où elle s'énerve, je dois prendre des pincettes. Non, ça c'est pas normal dans une amitié. Ensuite, pour ou contre rester avec un homme qui calcule pas. La vie, elle est trop courte pour rester avec des gens qui ne nous mettent pas en valeur. Je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, en fait, elle a vraiment dicté le fil de ma vie parce que je la trouve tellement puissante. En fait, c'est une toute petite histoire, c'est l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils. Le grand-père, il a une montre et il dit au petit-fils, va au tabac et essaye de leur vendre cette montre. Le petit-fils va au tabac, ils veulent bien reprendre la montre, mais pour 5 €. Il rentre et il lui dit, j'ai réussi à la vendre la montre, mais que pour 5 €. Le grand-père, il lui dit, bah non, dans ces cas-là, va à l'horloger du coin et t'essayes de lui vendre la montre, tu lui demandes pour combien il te la prendrait. L'horloger, il lui dit 5 €, pareil. Donc le petit-fils, il revient et il dit, ah, grand-père, vraiment, j'arrive pas à vendre cette montre, elle est pourrie cette montre, quoi. Vraiment, elle est pourrie. Et il lui dit, bah écoute, maintenant tu vas au musée du Louvre et tu leur demandes combien ils reprendraient cette montre. Et là, le musée du Louvre regarde la montre, etc. Et t'as le gamin qui rentre en courant chez son grand-père et il lui dit, ils ont voulu me la prendre pour 4 millions d'euros. Morale de l'histoire, ta personne, elle prend de la valeur là où tu restes, en fait. C'est clair que cette montre, elle n'aurait pas eu de valeur chez un horloger, mais elle a beaucoup plus de valeur au musée du Louvre. Et c'est le même cas pour toi. Elle reste pas. En fait, si tu restes dans un endroit où on te dévalorise, où on te dénigre tout le temps, tu risques pas de t'épanouir et de te sentir bien et d'avancer dans la vie. Il faut vraiment que tu t'entoures de personnes qui te boostent et qui te valorisent et pour qui tu comptes vraiment. Donc alors encore moins rester avec un homme qui te calcule pas et encore moins rester avec des amitiés, des gens qui te considèrent pas, quoi. À partir du moment où vous connaissez votre valeur, je trouve que ça change vraiment toutes vos relations futures et tout ce qui vous arrive par la même occasion. Alors ensuite j'ai une autre question, c'est se maquiller super tôt. En gros, moi j'ai commencé à me maquiller, je pense que je devais être en 4e, mais je me suis maquillée parce que j'ai eu un vitiligo, c'est là que mon vitiligo a commencé. Vitiligo, pour ceux qui connaissent pas, c'est une dépigmentation de la peau, et en fait ça commençait de là et ça descendait jusque là. Qu'est-ce qui lui arrive, lui ? Donc ça prenait jusque de ma lèvre et ça faisait une grosse tache blanche comme ça. Et c'était... je complexais mais de malade. Les gens à l'école ils m'appelaient pygmée. Franchement je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais tellement complexée. Ma mère m'a acheté mon tout premier fond de teint et de là j'ai commencé à me maquiller. 4e, donc je mettais mon fond de teint, mon petit mascara, petit gloss. Et petit à petit j'ai commencé. Après je faisais jamais des gros make-up. Genre jamais tu m'aurais vu avec du maquillage violet et bleu... pour aller au collège, quoi. Après en vrai ça dépend parce que notre génération, enfin la génération là qui arrive, elle a tellement évolué, elle a tellement changé. Nous on faisait pas autant de trucs, hein. Nous on connaissait pas autant de make-up, on connaissait pas Huda Beauty, tout ça, donc je sais pas. Voudrais-tu vivre à l'étranger? Mais girl, mon rêve sur terre d'aller vivre en Corée du Sud. Je me suis toujours dit que de toute façon je retournerais vivre à Los Angeles quand je le pourrais. C'est une question de visa, hein. C'est tellement compliqué de partir vivre aux États-Unis. Mais quand je le pourrais, je retournerai à Los Angeles. Mais là, mon gros kiff, ce serait de partir genre 6 mois, 1 an en Corée du Sud. Oh, mais mon rêve sur terre. Je vous jure que s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais pris mon sac à dos et je serais partie. Mais je vais essayer de le mettre en place justement après le confinement. J'ai trop envie d'aller et d'apprendre la langue et d'être en totale immersion dans la culture coréenne. Ensuite, voudrais-tu te marier? Bah évidemment. Évidemment, mais après c'est pas ma préoccupation première, quoi. J'ai d'autres goals dans la vie et puis je me dis que ça arrivera quand ça arrivera. Je suis pas pressée, quoi, en fait. Je sais que y en a plein qui trouvent ça tard, 26 ans, parce que là j'aurai 27 ans le 24 mai. Oh, ça passe vite. J'ai plein d'autres trucs à réaliser avant. Et puis quand ça arrivera et je serai contente. Mais bien évidemment que je veux me marier, que je veux des enfants, que je veux 2 chiens, 3 chats. Mais j'ai remarqué que dans cette génération-là, vous vous mariez de plus en plus tôt. Moi, ça me choque de ouf. 20 ans et être marié, c'est énormément de responsabilités. Après, tant mieux si vous avez trouvé l'homme de votre vie, autant ne pas attendre. Mais
Je sais que moi à 20 ans j'aurais jamais pu me marier. Attendez, je vais faire un petit aparté pour la migraine parce que je sens que je vais oublier ce sujet. Vraiment la migraine, ma phobie sur terre, je la déteste, je la haïs au plus profond de moi. Faut savoir qu'il y a 10 ans de ça j'ai fait une méningite. J'ai toujours été migraineuse mais il y a 10 ans de ça j'ai fait une méningite. Donc du coup ça accentue encore plus mes migraines. J'ai été hospitalisée pour ça, j'ai eu un traitement de fond etc. qui a bien marché pendant 1 an. Et après tout est revenu. Donc j'ai eu tous les traitements possibles et existants. Les antidépresseurs, les anxiolytiques, parce que ça a comment on appelle ça? Ça a des répercussions positives sur les migraines. On n'a jamais réellement trouvé l'origine de mes migraines, on n'a jamais réellement trouvé la cause. Donc pour moi c'était juste de la migraine et puis basta. Et récemment j'ai eu des nouvelles migraines, mais des migraines que j'avais jamais eues. Donc l'année dernière, en décembre, j'ai été hospitalisée pour ça. Parce que un beau jour, j'étais tranquille chez moi en train de regarder la télé. Et puis j'ai eu une migraine, mais j'avais pas mal à la tête en fait. Je commençais à avoir flou, vous savez, comme les migraines avec aura, je pense que vous devez connaître ceux qui ont des migraines avec aura, vous commencez à avoir des petits papillons, des petits sentiments, vous voyez flou, etc. Donc je me suis pas affolée, je me suis dit, oh peut-être que je suis fatiguée, j'allais prendre une douche et puis basta. Je suis partie prendre une douche et là, boum, je m'évanouis. Je tombe sur le sol, vraiment je sais pas ce qui s'est passé. Et là, mais une migraine, un truc qui me frappe comme ça dans la tête, comme un coup du tonnerre. C'était mais affreux et toute la nuit vomi, impossible de dormir, médicaments qui fonctionnent pas, etc. Donc le lendemain je cours, j'étais à 2 doigts d'aller aux urgences parce que vraiment c'était insupportable, je faisais que de vomir, etc. Donc je me dis bon, je prends mon mal en patience et ça va finir par passer. Le lendemain ça passe pas, je vais chez le médecin me dit que j'ai une migraine avec aura. Il me donne des triptans, etc. Les triptans ça ne fonctionne pas évidemment, donc je prends mon mal en patience et en fait la migraine, faut savoir qu'elle évolue, elle reste pas uniquement que d'un côté de la tête, elle se disperse sur toute la tête, puis après on a la sensation d'étau, la sensation de casque, elle vient au niveau des yeux, ça nous fait une barre. Et le pire dans cette migraine, vraiment le pire du pire, c'est que tous mes muscles se crispent et se compressent. J'ai comme une sinusite, vous savez quand vous avez la sinusite tout simplement, quand vous êtes enrhumé, vous avez tout le nez qui vous fait mal, et ben moi c'est comme si on appuyait dessus, j'ai les sinus compressés, j'ai une douleur qui part de la mâchoire jusqu'à là, j'ai les dents serrées, je peux pas regarder, c'est affreux. Et vous vous doutez bien qu'aucun triptan, qu'aucun médicament ne fonctionne sur moi. Donc on avait cherché, j'avais été hospitalisée justement, on avait cherché du côté des oreilles, la CRORL, on a regardé, j'ai fait tous les examens médicaux, j'ai fait l'examen du nerf optique, les IRM, les scanners des sinus, on a vu des dentistes, on a vu des chiropracteurs, des ostéopathes, acupuncture, tout quoi, vraiment tout. Et ils ont rien trouvé, aucun traitement, ni la cause en fait du problème. Et donc ça a duré environ 2 mois, de décembre jusqu'à février. Ils m'ont même donné des anxiolytiques et vraiment cette migraine et cette douleur, elle ne partait même pas avec de la morphine. C'était affreux, je faisais que de vomir. À un moment donné, mes jambes elles tremblaient tellement j'avais des douleurs. Après, la migraine s'est dissipée comme ça, d'un jour au lendemain. Ça a duré 2 mois. Et depuis, à chaque coup de gros stress, je vais avoir des grosses migraines du même genre, qui vont durer moins longtemps, qui vont durer 1 semaine, 3 jours, ça dépend en fait. Et je sais toujours pas comment les soigner. Et là, récemment, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai eu la même chose. Et vraiment, c'est une migraine qui te prend du matin jusqu'au soir, genre il n'y a pas de répit, tu vois, tu sais pas quoi faire, tu peux que rester allongé et enfermé dans le noir et ne pas parler, ne pas regarder la télé. Mais enfin bref, tout ça pour dire que j'ai reçu énormément de messages sur Instagram par rapport à ça et je sais à quel point les migraines c'est très compliqué, c'est très handicapant et de toute façon, après le confinement, je continuerai à faire mes analyses parce qu'on était en train de rechercher ce que j'avais juste avant ça. J'avais même fait, vous savez, l'apnée du sommeil, l'examen pour l'apnée du sommeil, donc juste avant la fin du confinement, juste avant le début du confinement plutôt, j'avais testé ça, donc je continuerai mes examens après, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, merci pour tous vos messages de soutien, ça me fait trop plaisir et surtout, je vous souhaite un bon courage à vous, à tous ceux qui ont des migraines parce que je sais que cette maladie est un enfer, parce que oui, c'est une maladie qui est très handicapante et il y a peu de gens qui comprennent à quel point les migraines ça peut être handicapant. Bien évidemment, il y a des maladies plus graves, mais il faut pas non plus minimiser ce type de maladie qui est hyper complexe parce que tu peux pas savoir en fait. Des fois, t'as juste mal aux pieds et c'est ça qui va donner la migraine. C'est un truc de ouf. Les migraines, pour trouver la cause et surtout pour les soulager, c'est hyper complexe parce qu'il n'y a pas de traitement pour guérir de la migraine. C'est une maladie héréditaire et puis basta. Ensuite, on va continuer sur quelque chose de plus joyeux, n'est-ce pas? Je vais continuer à répondre aux questions. Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez un mec? Girl, ma liste est trop longue. Mais ma liste est vraiment trop longue. Genre vraiment,
ça passe par les ongles noirs, comme ça peut être les plissures d'un jean, vous savez, les jeans sur les baskets. Des fois il va sortir des mots gênants à certains moments, vas-y, ça va me lasser, je vais avoir la flemme. Il y a trop de trucs, je vous jure, il y a trop de trucs, c'est indécent. Démission d'un boulot hyper pesant pour reprendre des études, vivre dangereux. Moi je vous conseillerais toujours de suivre votre passion. Vraiment, attendez parce que je sais pas si je mets ça ou pas. Peut-être mettre quelque chose de plus foncé. Je vous conseillerais toujours de suivre votre instinct et de faire quelque chose qui vous passionne même si ça vous fait pas gagner des masses. Sincèrement, il n'y a rien de plus anxiogène et déprimant que de se lever tous les matins pour faire un truc qui nous plaît pas. Après, c'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez la possibilité de le faire, des fois il faut vivre avec le danger, c'est beaucoup plus stimulant. Allez, une dernière question et après on termine. C'est les belles-mères toxiques qui font tout pour te séparer du mec. Et ça, j'avais déjà répondu sur mon Insta. Mais c'est vraiment ma phobie sur Terre, ma plus grande phobie sur Terre. Pour moi, mon petit bonheur, ça passe forcément par l'entente avec ma belle famille. Et si ma belle-mère ne m'apprécie pas, je dis pas que c'est la base, mais si, c'est un peu quand même la base. C'est important de bien s'entendre avec sa belle famille. Ce serait triste que ce soit pas le cas. Mais après, si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas. Et je rivaliserai jamais avec une belle-mère. Pour moi, celle qui gagnera toujours. Donc c'est vraiment au mec de gérer sa mère en fait. C'est soit il prend son parti et puis voilà, moi je le laisse avec elle, tant pis, il y en aura quelqu'un d'autre pour moi. Soit il lui fait comprendre que voilà, je suis là et qu'elle doit me respecter. Et puis on s'entend bien. Mais en tout cas, j'irai jamais au combat avec la belle-mère. La mère, elle passera toujours avant et c'est normal. Je vais pas me lisser les cheveux parce qu'ils sont lisses. Et parce que je vais aller nulle part en vrai. Je me suis vraiment maquillée pour passer le temps avec vous. Enfin bref, on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de se quitter, je vous invite à m'écrire en commentaire votre histoire, votre pire date. J'aime tellement lire vos histoires, c'est tellement drôle. Et je réagirai sûrement dans ma prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vais enlever ça et hop, je vais mettre ça ici. Et juste là va s'afficher mon Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Toujours plus de débats, toujours plus de spontanéité, toujours plus de décisions là-bas. Je vous attends très fort et puis je vous retrouve en commentaire, hein, juste en dessous, dans un instant. Encore une fois, j'espère que ce format vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao. Mouah.